auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à toutes et à tous et merci de prendre part à ce rendez-vous incontournable de l'actualité que nous ouvrons avec l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, qui a lancé un mot d'ordre de grève de 48 heures qui prendra effet à compter de demain. C'est ce qui ressort de la déclaration de presse rendue ce matin. Les motifs dans cet extrait. Poursuivons avec l'art de la lutte contre le terrorisme et le thème de la conférence du 3e numéro de Chronique Café animé par le professeur Abdoulaye Wali. Suivant plutôt son intervention sur le rôle que l'art peut jouer dans la lutte contre le terrorisme dans notre pays. La transformation de l'âme est la condition indispensable de la transformation de la société. Et l'art peut jouer un rôle éminemment significatif dans ce sens. De plus, en partant de l'idée que les consciences des terroristes sont sous le joug de la pensée unidimensionnelle de gourous, de maîtres à penser ou d'idéologie indispensable de la transformation de la société. Et l'art peut jouer un rôle éminemment significatif dans ce sens. De plus, en partant de l'idée que les consciences des terroristes sont sous le joug de la pensée unidimensionnelle de gourous, de maîtres à penser ou d'idéologie totalitaire, le recours à l'art se justifie amplement puisque par essence même, l'art s'insurge contre l'unidimensionnalité. En nous offrant ainsi une infinie possibilité d'interprétation, l'art peut donc prendre une part considérable dans la lutte contre la pensée unique et le moutonnement. C'est dire qu'il ne se contente pas seulement d'aider à prévenir les événements terroristes, il peut aussi être envisagé pour guérir des consciences entamées. L'art pacifie le social en réintégrant les consciences individuelles. Les artistes sont des magiciens du verbe. Ils ne sont pas des magiciens pour éradiquer le terrorisme, mais ils sont de vrais magiciens du verbe. Sous le haut patronage du cabinet du président de la République, le RJRN a commémoré son 12e anniversaire le 22 janvier 2023 et c'était dans leurs locaux en présence de notre reporter Kantama Ibrahim. Cette cérémonie marque la commémoration du 12e anniversaire du Rassemblement des jeunes pour la Renaissance du Niger créé en 2011, une organisation apolitique qui œuvre pour la démocratie. Janvier 2011, janvier 2023, cela fait 12 ans jour pour jour que le Rassemblement des jeunes pour la Renaissance du Niger, RJRN, a vu le jour.
faut-il les rappeler? Le RGRN est une organisation apolitique, à but non lucratif et non confessionnel, qui a pour ambition principale d'œuvrer aux côtés des forces progressistes pour le développement économique, social et culturel du Niger. Pour ce faire, cette organisation a toujours œuvré depuis sa création au rayonnement de la démocratie, de l'état de droit, de la bonne gouvernance et du développement économique, social et culturel de notre pays. À travers la participation aux grands débats sur le sujet marquant la situation socio-politique, économique et sécuritaire nationale et internationale. En termes de perspective, le RGRN poursuivra la mise en place des antennes régionales, départementales et communales sur toute l'étendue du territoire national. Dans la même foulée, mettra un accent sur le renforcement des capacités des animateurs de dites structures. Notre devise, fraternité, travail, progrès, nous invite à travailler ensemble pour la construction du pays. Lance un appel pressant à toute la jeunesse nigérienne et au-delà d'accompagner nos dirigeants en général et le président de la République du Niger en particulier dans ce processus de l'instauration de la paix au Sahel et dans cette légitime lutte contre le terrorisme où il se trouve. Une occasion saisie par Maman Wada, le porte-parole des organisations de la société civile qui œuvrent pour le RJRN pour encourager les efforts de cette structure pour faire rayonner le pays. Le thème choisi cette année pour la commémoration du 12e anniversaire, c'est un choix qui est d'une longue réflexion, dans la mesure où, quand on essaie aujourd'hui la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte que notre pays, que l'État du Niger déploie d'énormes moyens matériels, humains, financiers, donc pour juguler la question du terrorisme au Niger. Et le RGRN a choisi la cohésion sociale, la quiétude sociale, la paix et la stabilité sociale qui est le thème central de la commémoration du 12e anniversaire. J'encourage l'ensemble des personnes qui animent cette structure de rester soudées, d'accompagner les premiers responsables de cette structure pour le rayonnement de cette structure, par là même entend le rayonnement de notre cher pays, le Niger. Plusieurs témoignages de remerciements ont été décernés aux structures et personnes qui accompagnent cette organisation du rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger, et c'était le moment solennel pour immortaliser la cérémonie de cette année. Je le disais tout à l'heure, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, a lancé un mot d'ordre de grève de 48 heures qui prendra effet à compter de demain. C'est ce qui ressort de la déclaration de presse rendue ce matin. Les motifs dans cet extrait. Le dernier accord dit le gouvernement accepte de donner la prime de départ à la retraite à compter de janvier 2019. On est quoi? On est en janvier 2023. Ça n'a pas été fait. Tous ceux qui sont partis à la retraite de janvier 2019 à aujourd'hui s'attendaient effectivement à cette prime. Malheureusement, ça n'a pas été déterminé. Un gouvernement faible. Un gouvernement faible. C'est dans le document signé hier, on dit non, dans la loi le nouveau projet de statut. Oui, depuis longtemps ça devrait être l'objet. On a mis ça, il faut attendre que l'Assemblée se retrouve dans la session des lois, la session de mars, discute avant de prendre un décret pour dire on va octroyer. À la date d'aujourd'hui, on ne sait pas quel serait le montant de cette prime et comment est-ce que ça sera défini. Pourtant, l'engagement du même gouvernement, j'ai dit c'est le même gouvernement qui avait signé des accords avec l'intersyndicale des travailleurs pour dire à partir de janvier 2019, on va donner, juste pour les endormir, le règlement des incidences financières et rappel salaire. Ce qui était là, le 5 mai 2021, juste quelques jours après, quelques mois, juste un mois après la prise de fonction du président de la République, il nous avait reçu les centrales syndicales à la présidence. La question a été posée, devant nous il a instruit le ministre des Finances.
Il dit, je ne veux plus entendre parler de cette affaire. 5 mai 2021, nous sommes en janvier 2023, on vient encore poser le même problème. Après l'instruction du président de la République, je pensais que quand un président instruit, il n'y a pas à chuchoter, il n'y a pas à murmurer, on exécute automatiquement. Mais on n'existe pas et on ne sanctionne pas. Et on pense que nous, on doit continuer encore à croire qu'on va prendre des engagements. Ah, le ministre des Finances, ils sont en train de mettre un truc digitalisé et ça sera payé. S'il vous plaît. Nous sommes au Niger. Aujourd'hui, là, avec la technologie, nous-mêmes, on comprend beaucoup de choses. Il suffit juste d'aller sur Google. Vous allez cliquer, vous allez voir combien de temps ça peut prendre de pouvoir mettre le système informatique au niveau du ministère des Finances. Là, on a déjà fait, le système est déjà informatisé. Pourquoi il y a encore ces arriérés? On a payé. Mais qui peut vérifier véritablement les milliards annoncés? Est-ce que véritablement ces milliards ont été payés? Allez-y vérifier. Ils sont combien qui attendent encore leur rappel salaire? Ils sont combien qui attendent encore leur incidence financière? S'il vous plaît, il faut qu'on arrête de jouer avec les travailleurs nigériens. L'autre question, la question préoccupante que nous avons, c'est la question de la cherté de la vie. Qui ne sent pas aujourd'hui? Qui ne sent pas ça dans sa poche, dans son panier, à la maison, au marché? Nous sentons tous cette cherté de la vie. Parce qu'effectivement, le gouvernement, et du fait de notre complicité en tant que centrale syndicale depuis 2009, les centrales ont laissé le gouvernement jouer avec l'esprit d'abord des travailleurs, mais des Nigériens de manière générale. Quand ils décident de faire quelque chose, ils le font, sans murmure, parce qu'ils savent qu'il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Ils ont augmenté sur le pain, ils ont augmenté sur la farine, ils ont augmenté sur le sucre, ils ont augmenté sur le gasoil, ils ont augmenté sur la téléphonie, l'eau, l'électricité, parce qu'eux, ils ne le payent pas. Est-ce que les Nigériens doivent continuer encore à supporter tous ces coûts? Non. Le SMIC, je l'ai dit tout à l'heure, est à 30 040 francs au Niger. Avec 30 040 francs. Avec le gasoil qui a augmenté. Même si c'est Fab qu'on doit prendre chaque jour pour aller au bureau, je ne pense pas qu'avec les 30 000, on puisse finir à faire la navette entre le service et la maison. Niamey grandit aujourd'hui. Pour quitter d'un quartier à un autre, il faut débourser au minimum 1000 francs par jour. Au minimum, je dis bien. Il y a des zones où il te faut 2000 francs par jour en aller-retour. 2000 francs x 30, ça fait 60 000. Le SMIC est à 30 000 francs. On veut que le travail vole pour sans faire manger sa famille. On veut qu'il vole pour aller travailler pour quelqu'un. Des gens qui sont prêts à voler l'argent de l'État. Le comble, c'est que chaque jour que Dieu fait, on entend des détournements de plusieurs milliards. Le Niger est devenu spécialiste aujourd'hui en détournement de milliards, alors que les citoyens sont là en train de mourir de faim et de manque de médicaments dans les formations sanitaires. L'éducation, où on se permet d'aller aux États-Unis pour insulter les enseignants, pour dire qu'ils sont improductifs, ils sont ceci, ils sont cela. Mais à qui la faute? Est-ce que c'est la faute uniquement aux enseignants? Qui sont ceux-là qui ont fait dégrader le système éducatif nigérien aujourd'hui? Il faut quand même qu'on le comprenne. Par rapport à la question de la cherté de la vie, l'ITN a exigé à ce qu'on revoie à la baisse les produits sur les denrées alimentaires. Depuis 2011, le Niger est devenu pays producteur de pétrole. Mais depuis 2011, le prix à la pompe n'a pas baissé. Et ça fait aussi augmenter sur la cherté de la vie. Dès que le coût du transport augmente, mais ça aura une incidence sur tous les produits qui sont transportés vers le Niger. Il faut quand même qu'on diminue. Malgré que le gaz est nigérien, aujourd'hui, difficilement vous allez trouver le gaz à Niamey. Parce que les gens ont créé toutes les conditions pour que le gaz s'achète cher. Malgré que c'est nigérien. La question de l'eau, c'est le fleuve Niger. Hein. Mais on nous vend l'eau encore beaucoup plus cher. L'électricité, c'est la même chose. Peut-être que c'est que les gens ne savent pas. La consommation de Gorbanda coûte plus cher que l'électricité que Gorbanda produit. Sa consommation en gasoil coûte plus cher que l'électricité fournie au peuple nigérien. Quel gâchis on a fait ici. La centrale qui est là, les trucs qu'on a fait à monter à Goudel, c'est du privé. C'est du privé qui vole l'électricité à la Nigélec. C'est du privé et encore à qui on fait subvention sur le gasoil qu'il transporte. Et le Nigérien achète l'électricité chère. Voilà quelques raisons fondamentales pour lesquelles l'ITN a estimé que, au vu de tout ce qui se passe dans ce pays, au vu de tout ce que les travailleurs ont dit, il n'est pas question pour nous de reculer.
Et je finirai par vous dire que l'ITN maintient son mot de grève de 48 heures pour le mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2023. Pour dire que l'ITN n'est pas seul dans cette lutte, l'ITN est accompagné par plusieurs autres organisations. Elle ne donne pas toujours envie et pourtant elle possède de nombreuses vertus qui pourraient bien vous inciter à en consommer quotidiennement. Elles permettent de prévenir les maladies cardiovasculaires et aussi réduisent l'absorption des glucides, ce qui freine la montée de la glycémie. Quel est cet aliment dont la valeur nutritionnelle est nécessaire pour l'homme? Découvrons ceci ensemble dans ce commentaire de la rédaction. Cultivée ici dans notre pays, on la retrouve souvent dans nos assiettes accompagnée d'une fine couche de vinaigrette et on la mange si bien. La salade locale verte apporte beaucoup à l'organisme à cause d'une mine de vitamines et de minéraux, notamment la vitamine B9, indispensable au renouvellement cellulaire, à la protection cardiovasculaire, aux troubles de l'humeur et de mémoire, et de la vitamine C, nécessaire aux défenses immunitaires. C'est pourquoi il est conseillé de la consommer quotidiennement, simple ou composée selon son accompagnement ou sa position, c'est-à-dire une entrée ou considérée comme un plat. Certes, manger une portion de la salade par jour est une bonne chose, mais accorder plus d'importance à son hygiène l'est encore plus, car sa mauvaise hygiène peut entraîner d'autres maladies. C'est pourquoi il est demandé aux femmes de bien désinfecter et rincer ces salades avec des désinfectants avant de les préparer. Un mauvais rinçage de la salade peut mettre la vie de toute une famille en danger et au-delà de la famille, celle des voisins aussi. Au Niger, la corruption est un phénomène qui a gagné du terrain et le secteur public est le plus touché. Mais qu'est-ce qui explique l'avancée de ce phénomène dans notre pays et quelles en sont les conséquences dans le développement de ce pays? C'est une interview accordée par le président du réseau anti-corruption au Niger. Très bonne réception. Dans un premier temps, la corruption, pour moi quand même, c'est un fait, on le dit, c'est comme si c'est une maladie, c'est une catastrophe, comme naturelle aussi, qui en réalité est la capacité au fait des êtres humains qui sont en charge de la gestion des biens publics ou des biens privés, qui dans leurs actions, il y a un manque de transparence, de dignité, un manque de redevabilité et un manque d'intégrité. Ce qu'il faut comprendre, la corruption, c'est tout simplement un manque de transparence, de dignité, de redevabilité, d'intégrité et de professionnalisme dans toute action publique. Au Niger, les causes de la corruption sont multiples en réalité, parce que quand on regarde dans un premier temps, il y a la question de la politisation de l'administration, ce qui fait qu'en sorte qu'on nomme en réalité ce qu'on veut et pas ceux qui peuvent faire le travail. Ça, c'est un premier aspect. La deuxième des choses, c'est que c'est le déni des institutions de la République. Lorsque les trois pouvoirs en réalité sont sous tutelle d'un seul pouvoir, au lieu que chaque pouvoir puisse jouer conformément à son rôle, selon le principe de la démocratie, qui est le pouvoir exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. Lorsque ces trois pouvoirs, chacun n'arrive pas à jouer son rôle, ça, là aussi, en réalité, c'est une défaillance qui nous amène à la corruption. Lorsque notre pays, le Niger, en réalité, malgré des dispositions qui sont claires, qui sont prises en compte dans les codes aussi, ou les dispositions internationales telles que la Convention des Nations Unies contre la corruption, aussi la Convention africaine de prévention et de lutte contre la corruption et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance que le Niger a adopté, la mise en œuvre en réalité de ces textes au niveau national fait défaut. Donc, parmi les causes encore, on a le manque de leadership et de vision éclairée en réalité de nos gouvernants
qui en réalité n'ont pas le souci de développement et de transparence et surtout le souci de redevabilité, de pouvoir rendre compte au peuple. En plus de ça, il y a le laisser-aller. Le laisser-aller, il y a l'injustice, l'impunité en réalité qui aggrave, surtout l'impunité en réalité qui aggrave la question de la corruption au Niger, parce que les gens vont se dire de toutes les façons, un tel a été coupable de corruption, il n'a pas été puni conformément à la loi, donc moi aussi je veux le faire. Je veux prendre des milliards, faire des transactions et puis en réalité je sais que de toutes les façons je passerai peut-être 1 ou 3 mois à la prison, où il suffit juste en réalité d'adhérer au parti politique qui est au pouvoir, ce qui veut dire que les charges contre moi en réalité sont abandonnées. Et il y a aussi en réalité cette question d'incivisme, en réalité que ce soit des populations eux-mêmes. Il y a aussi l'ignorance en réalité qui est une des causes profondes, parce que beaucoup de personnes ne savent pas en réalité que la corruption est un délit et aussi est un crime, parce qu'aujourd'hui au niveau international la corruption en réalité est définie comme un crime en réalité, et en même temps c'est une violation aux droits humains. Et dans ce cas aussi il y a ce qu'on appelle la corruption forcée qu'on a aujourd'hui au Niger, où la personne ignore que c'est de la corruption, mais c'est tout simplement de l'ignorance parce qu'on l'a forcé à donner quelque chose pour avoir accès à un service public. Donc nous avons beaucoup de choses en réalité qui sont les causes dans ce pays. Les conséquences sont multiples et multiformes. La première des choses, on est en train de vivre l'une des plus graves conséquences qui est le terrorisme. Parce que la question en réalité de terrorisme, l'une de ses conséquences c'est le terrorisme, parce qu'en réalité lorsque les institutions et l'impunité, les institutions de la République sont fragilisées, lorsque l'impunité en réalité est devenue monnaie courante dans un pays, ça permettrait en réalité d'avoir des frustrés dans un pays, d'avoir des gens en réalité qui vont essayer de prendre les choses à leur portée et de pouvoir en réalité se radicaliser, parce que c'est un processus. Et de ce processus de radicalisation, ça les amène en réalité à l'extrémisme, et de l'extrémisme à être des terroristes, parce que tout simplement à un moment il y a un fait, ils ont été coupables, ils ont été quand même à un moment biaisés par tout ce qu'on a comme instrument juridique de la base jusqu'au sommet. À part ça, il y a la conséquence économique pour le pays. Ça permettrait en réalité, lorsqu'on regarde parmi ces conséquences, permettre à d'autres personnes de s'enrichir sur le dos du peuple. Ce qui fait en sorte que les personnes qui sont au niveau du pouvoir, en réalité, vont essayer, un minimum de personnes vont essayer de détourner les fonds publics et laisser le peuple dans la misère et dans la pauvreté. Et la preuve aujourd'hui au Niger, plus de 30% de la population vit dans l'extrême pauvreté. Et en plus de ça, parmi les conséquences en réalité, ça permettrait aussi la délinquance des jeunes, et aussi ça réduit l'efficacité des services publics. Et il y a toujours des conséquences en réalité, par exemple, qui ont droit au droit de la vie. Je prends par exemple lorsqu'on donne un contrat de construction d'une route. Goudron par exemple, on dit 10 mètres, et que dans ce processus, on décide en réalité, quelqu'un quelque part décide d'enlever 1 mètre de chaque côté. On aura quoi? 8 mètres. Ce qui veut dire que la capacité de la route de pouvoir permettre au nombre de véhicules d'aller et de revenir, et de l'espace qui permettrait à 2 véhicules de pouvoir passer sans pouvoir se frotter, cet espace est mis en cause parce que quelque part quelqu'un a fait quelque chose, c'est qui aura des conséquences sur la vie des citoyens. Ou lorsqu'on décide en réalité que le nombre de couches sera de 6, on enlève 2 couches, et vous savez, 2 couches ou une seule couche, si on l'enlève, c'est des milliards. Sur 50 km, c'est des milliards en réalité. Et lorsqu'on le fait,
Et là aussi, en réalité, ça permettait d'avoir dans peu de temps ce qu'on appelle les nids de poules, les nids d'éléphants, et ce qui va causer aussi des accidents. Dans le domaine de l'éducation, quand on prend parmi ces conséquences, lorsque une classe est mal construite, parce que tout simplement, quelque part, quelqu'un a pris de l'argent, l'entrepreneur qui a pris le marché est corrompu, les contrôleurs, en réalité, le cabinet de contrôle est pris en charge par l'entrepreneur parfois. Là, ça permettrait aussi d'avoir des classes qui, on dit que ce sont en matériaux définitifs, mais en réalité, qui ont des conséquences qui peuvent tomber à n'importe quel moment et qui peuvent en réalité prendre la vie des élèves. Donc, ça rend pauvre en réalité un État et ça rend vulnérable un État et ça retarde le développement d'un pays. On peut réduire considérablement la corruption, mais aucun pays à la date d'aujourd'hui n'a pu mettre fin à la corruption. Malgré des pays comme le Singapour qui sont pris en exemple dans le monde, il y a quand même toujours des petits brebis galeuses qu'on peut trouver qui peuvent échapper aussi à la loi. Donc c'est pas facile de mettre fin à la corruption, mais quand même on peut réduire ça de manière considérable. D'abord, la première des choses, à travers le leadership. Un leadership visionnaire, ça veut dire que à travers quand même des autorités qui ont dans un premier temps la vision de leur peuple et qui eux aussi en réalité ont le sens de la redevabilité, de l'intégrité et le sens aussi du respect de la démocratie et de l'état de droit. Et en deuxième position, c'est le respect des institutions de la République. Lorsque chaque institution arrive à faire son travail, des institutions aujourd'hui comme la haute autorité à la lutte contre la corruption, lorsqu'ils arrivent à être autonomes, des institutions comme l'autorité de régulation des marchés publics, des institutions comme la Cour des comptes, et aussi même les trois piliers de la démocratie, par exemple le Parlement. Lorsque nos députés, on arrive à avoir des députés intègres au niveau de l'Assemblée, un Parlement redevable, un Parlement transparent, qui n'est pas une caisse de résonance. Ça fait en réalité parce que ça permettrait le contrôle des actions du gouvernement. Lorsque la justice devient indépendante, elle permettrait en réalité de pouvoir non seulement lutter contre l'impunité et dans ce cadre-là aussi de pouvoir en réalité sanctionner en fonction de la loi conformément au texte que nous avons. Et c'est qu'il faut aussi, il faut que nous arrivons à un moment de disposer en réalité d'une loi anticorruption dans notre pays. Parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, le Niger ne dispose pas d'une loi spécifique à la question de la lutte contre la corruption. Il y a quand même un avant-projet de loi qui a été aussi dans le processus d'élaboration, a été accompagné par l'une des organisations membres du réseau, qui est l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, section de Transparency internationale. Il y a cette question aussi de promotion de l'intégrité et la lutte contre la corruption politique. Lorsqu'on arrive à mettre fin à cela, ça veut dire que dans le processus d'élection, il faut que les citoyens comprennent, c'est là où le bas blesse, que les citoyens comprennent en réalité que le processus d'avoir un dirigeant responsable commence d'abord par nous-mêmes. Il faut d'abord refuser la corruption pendant les élections. Il faut choisir des dirigeants intègres de la commune, des conseillers locaux, jusqu'au président de la République. Et ce qui permettrait en réalité d'avoir un processus ou un cadre de gouvernance au niveau national qui permettrait de mieux lutter contre la corruption. L'un des piliers importants, c'est comment mettre notre système éducatif pour que ce système éducatif puisse être au rendez-vous de développement. Et en parlant de système éducatif, il y a quand même les trois volets du système qui doivent se coordonner. D'abord, l'éducation informelle que les familles font en réalité, que pour moi, en réalité, c'est même ça, l'éducation formelle, que chaque parent, en réalité, doit prendre la responsabilité de pouvoir, d'abord, dans sa famille,
promouvoir l'intégrité, la redevabilité, être digne, être honnête avec ses enfants et les éduquer sur la bonne voie. Et lorsque chaque parent arrive à mieux éduquer ses enfants, à inculquer ces valeurs-là de transparence et de dignité, et lui-même en réalité qui ne donne pas à ses enfants de l'illicite, parce que nous sommes des musulmans. Lorsqu'on donne de l'illicite à des enfants, les enfants vont grandir et seront demain des pires voleurs que nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Et il y a la communauté qui contribue à l'éducation des enfants et l'école qui contribue aux instructions, à l'instruction et de pouvoir présenter certaines normes pour pouvoir aller de l'avant. Donc, il y a la question de la promotion de l'intégrité dans nos services publics. Que ce soit les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, que ce soit la justice, que ce soit dans toutes les administrations jusqu'au niveau municipal, il faut qu'on ait un code d'éthique au niveau de chaque service qui permettrait non seulement à toute personne qui ne respecte pas ces codes d'éthique et de déontologie, qui ne respecte pas ces codes d'intégrité en réalité d'être sanctionné, ce qui permettrait aussi de voir en réalité de faire école à d'autres. Il y a la promotion des valeurs à travers la récompense des personnes en réalité qui sont intègres et aussi à travers leur responsabilisation dans les services, ce qui permettrait à la jeune génération de prendre exemple sur eux, parce que ces gens-là, grâce à des valeurs, grâce qu'ils prônent, ça leur a permis d'être là où ils sont, parce qu'ils respectent non seulement leur profession, ils ont le sens du professionnalisme, le sens de la responsabilité, ils sont redevables et intègres, ce qui permettrait à une nouvelle génération de pouvoir quand même être à la hauteur. Il y a l'implication de tout un chacun. La question de la lutte contre la corruption, ce n'est pas une question seulement de la société civile ou du gouvernement ou de la justice. C'est une question en réalité qui implique non seulement le pouvoir public, en commençant par le chef de l'État qui doit donner l'exemple lui-même d'être intègre, redevable et transparent, et lui aussi qui devrait lutter contre l'impunité même autour de lui. Et il y a aussi les journalistes qui doivent contribuer aussi à cela. Il y a aussi l'implication des étudiants et des entreprises privées qu'on doit impliquer dans cette question de lutte contre la corruption. Donc c'est ensemble la réalité que nous pouvons bannir ce phénomène de notre comportement, et nous devons en réalité mettre l'accent aussi sur la religion, parce que nulle part, dans aucune religion, la corruption n'est tolérée. Et d'ailleurs dans l'islam, Dieu dit: je bannis le corrupteur et le... Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.